Bien, chers élèves, je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur les isométries du plan. Comme je vous annonçais, nous allons ici trouver donc la nature et les éléments caractéristiques, la composée de deux symétries, donc de deux isométries. Comme isométrie, il y a translation, rotation. Donc ce qu'on va nous atteler à faire ici, c'est de déterminer la composée, par exemple, de la translation avec la rotation, de la symétrie d'axe avec la rotation et enfin de la translation avec la symétrie d'axe. On va donc voir comment faire pour déterminer la nature des éléments caractéristiques pour les différents cas. Attaquons donc pour le premier cas ici, à savoir, on connaît la rotation R, c'est la rotation de centre oméga et d'angle θ, et c'est la translation de vecteur U. Alors, la composée de T rond R, donc la translation de vecteur U avec une rotation, ça va me donner quoi? Je vous ai dit, chaque fois que vous voulez déterminer la nature et les éléments caractéristiques d'une isométrie, posez-vous la question, j'ai quoi en face de moi? C'est la composée d'un déplacement avec quoi? T, c'est vu comme un déplacement, R, c'est vu comme un déplacement. Donc T rond R, qui est la composée de deux déplacements, sera un déplacement. Donc au final, soit ça là, généralement je sais que ça sera soit une translation, soit une rotation. Mais le cours est encore plus simple. Le cours nous dit que la composée d'une translation avec une rotation va toujours et toujours nous donner une rotation. Maintenant, pour déterminer le centre que je vais appeler oméga prime et l'angle que je vais appeler θ prime, l'angle θ prime c'est θ, ça ne change pas, c'est la même chose. Maintenant, pour déterminer le centre, il y a deux hypothèses que l'exercice ou bien les exercices peuvent vous donner. Soit vous cherchez le point invariant par la composée ci. Donc, généralement, dans un exercice, on vous conduit à cela, on vous demande de déterminer par exemple l'image d'un point qu'on va appeler A par T rond R. Vous calculez, vous voyez que c'est l'image de ce point-là, c'est lui-même. Et donc, A là sera donc le centre de cette rotation. Ça, généralement, c'est le cas qui arrive le plus. Mais si ce n'est pas ça qu'on vous donne, une autre façon de déterminer dans le centre, c'est que vous cherchez l'image de deux points par T rond R. Par exemple, l'image de A vous donne A', l'image de B vous donne B'. Le centre, pour déterminer le centre, vous allez simplement faire les points d'intersection des segments formés par un point leur image. Donc si l'image de A c'est A', l'image de B c'est B', vous allez donc, oméga sera donc le point d'intersection des médiatrices, pas des médiatrices des segments A' et B', où A' est l'image de A et B' est l'image de B. Tout simplement. Voilà donc comment on fait pour déterminer la nature des éléments caractéristiques dans le premier cas. Passons dans le deuxième cas. Dans le deuxième cas ici, on a la composée de S rond R. Ça, c'est un antidéplacement. Ça, c'est un déplacement. Le résultat va forcément nous donner un antidéplacement. Ça, c'est clair. Donc, qui dit antidéplacement, c'est soit donc une symétrie d'axe, soit une symétrie glissée. Alors, pour savoir, habituellement, donc, l'exercice vous conduit. Vous savez qu'on peut réécrire toute rotation comme étant la composée de deux symétries d'axe, delta et delta prime. Donc, soit l'exercice va vous amener à réécrire votre R comme la composée de deux symétries là, de sorte que vous ayez S delta rond, S delta rond, S delta prime. Or, c'est l'avantage de ça, c'est quoi? C'est que S delta rond, S delta nous donne identité. Et donc, vous aurez donc S delta rond R qui va vous donner S delta prime pour vous dire que c'est dans la symétrie d'axe delta prime. Donc, voilà généralement comment on conduit à déterminer donc la nature et les éléments caractéristiques. Une autre chose, c'est quoi? C'est que quand vous voulez déterminer sa nature et les éléments caractéristiques, l'exercice encore lui-même peut vous conduire à pouvoir distinguer si c'est une symétrie glissée ou une symétrie d'axe. Comment est-ce qu'il fait? Vous calculez simplement l'image de deux points. Donc l'exercice va vous demander l'image de deux points, l'image de A par exemple et l'image de B. En calculant l'image de A, vous voyez que c'est A. En calculant l'image de B, vous voyez que c'est B. Donc en réalité, vous vous rendez compte que cette transformation-là a deux points invariants. Mais si c'est une symétrie, donc un antidéplacement qui amène déjà deux points invariants, c'est clair que
forcément c'est la symétrie d'axe, ou l'axe c'est l'axe formé par ces deux points invariants, tout simplement. Maintenant, une autre chose, c'est de se rendre compte qu'en réalité, l'exercice va toujours vous conduire, il va vous demander par exemple de montrer que ça n'est pas une symétrie orthogonale. Autrement dit, il va vous montrer par une de ces méthodes-là que, en réalité, ceci est vu comme étant quelque chose qui n'a pas de point invariant, parce que tout se joue là, c'est là où se fait la différence entre une symétrie glissée et une symétrie d'axe. Une symétrie d'axe a plusieurs points invariants, par contre une symétrie glissée n'a pas de point invariant. Donc quand vous constatez que c'est un antidéplacement, pour savoir si c'est une symétrie d'axe ou une symétrie glissée, l'exercice lui vous conduit à savoir si cette transformation-là admet des points invariants ou pas. Si ça n'a pas de point invariant, c'est clair que c'est une symétrie glissée. Maintenant, si ça a des points invariants, c'est clair que c'est une symétrie d'axe. Dans le cas où ça n'a pas de point invariant, c'est-à-dire que c'est une symétrie glissée, en admettant que ceci est une SG, comme ça que j'appelle ça, comme ne le confondez pas avec symétrie de centre G, non. Et dans ce cas de l'espèce, c'est symétrie glissée. Alors, on voit une symétrie glissée comme étant quoi? En réalité, c'est vu comme étant la composée d'une translation avec une symétrie d'axe. Nous allons donc faire et vous expliquer dans le troisième cas comment est-ce qu'on fait pour déterminer, parce que c'est de ça qu'il s'agit. La symétrie glissée est idéalement vue comme étant la composée de la translation avec une symétrie d'axe. Alors, quand j'ai la translation avec une symétrie d'axe, il y a deux résultats possibles aussi. Soit, donc c'est clair que ici c'est D, ici c'est A, donc le résultat anti-déplacement. Quand on dit anti-déplacement, c'est soit une symétrie d'axe, soit une symétrie glissée. Composé de translation avec symétrie d'axe me donne symétrie d'axe dans quel cas? C'est ça là pour me donner une symétrie d'axe. Delta prime dans ce je peux appeler delta 1. Dans quel cas? Eh bien, dans le cas où le vecteur U ici est orthogonal à delta 1. Tout simplement. Donc la composée d'une translation avec une symétrie d'axe vous donne encore une symétrie d'axe dans le cas où le vecteur là est orthogonal à l'axe. À l'axe delta prime. Maintenant, dans le cas où ce n'est pas orthogonal, ça va vous donner une symétrie glissée. Maintenant, dans la symétrie glissée, il faut qu'on ait ça. U et delta 1 ont la même direction. Donc, ça vous donne une symétrie glissée, donc une composée de translation avec une symétrie d'axe, où l'axe et le vecteur ont tous la même direction. Comment faire pour retrouver ça? Parce que il peut y arriver que ça là, les deux ici là ne soient pas forcément de même direction. Comment faire pour retrouver? Mais ça donne une symétrie glissée. Quand les deux non pas, ne sont pas de même direction, mais ça donne une symétrie glissée. Pour retrouver l'axe et le vecteur, généralement ce qu'on fait c'est quoi? C'est qu'on essaye de réécrire la translation là comme étant la composée de deux symétries d'axe, puisque tout déplacement peut s'écrire comme la composée de deux symétries d'axe. On essaie de réécrire la translation là comme étant la composée de deux symétries d'axe. Comme ça. Comme étant S de D1, rond S de D2. De sorte que TU, rond S delta prime, vous donne S de D1, rond S de D2, rond S delta prime. Maintenant, ce qui doit être magnifique dans tout ça, c'est quoi? C'est que celui-ci, les deux axes-ci doivent être parallèles. Et donc, pour que ça nous donne une translation d'un autre vecteur que je vais appeler P, et de sorte que ce V-ci soit parallèle à celui-là. Donc, généralement, il y a une manière de pouvoir déterminer ça. C'est l'exercice qui vous amène à faire cela. Donc, pour déterminer la nature des éléments caractéristiques, vous pouvez repasser par la composition de la translation, comme vous pouvez repasser par la composition également de la translation comme étant la composée de U1 plus U2.
De sorte que, en décomposant ça, vous aurez T de U1 rond T de U2 rond S delta prime. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'en décomposant, on fait en sorte que ce U2-ci soit orthogonal à delta prime. Parce qu'on sait que si c'est orthogonal à delta, nous allons rester avec T de U1 rond S delta 2. Et maintenant, l'exercice va toujours vous arranger parce qu'on n'est pas dans l'optique de vous piéger. L'exercice va s'arranger de sorte que la décomposition là soit possible de manière à ce que U1 et delta 2 aient la même direction. Et donc dans ce cas, ça va vous donner la symétrie glissée d'axe delta 2 et de vecteur U1. Donc, voilà ce que j'allais donc à expliquer concernant donc la nature et les éléments caractéristiques de la composée de deux isométries. J'espère que cette vidéo va vous aider dans vos recherches concernant la détermination, la nature des éléments caractéristiques. On peut le dire, retenez bien plus ce qui a été plusieurs. Vous pouvez la suivre pour vous plusieurs fois, dans plusieurs fois, si je vous guide bientôt pour le cours de prochain. Je vous dis merci. Il y a très bien. Bye bye.